Pourquoi l'aménagement de l'environnement visuel est-il crucial pour les personnes avec un handicap visuel? L'aménagement de l'environnement visuel est très important pour les personnes malvoyantes parce qu'elle va leur permettre de tirer le meilleur parti possible de leurs possibilités visuelles, même restreintes, notamment dans le domaine de l'éclairage et des contrastes. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Marie-Paul Christian Colmez, je suis retraitée aujourd'hui, mais j'ai eu une activité de 40 ans dans le domaine de la déficience visuelle, comme ergothérapeute spécialisée en basse vision et comme formatrice. Marie-Paul Christian Golmes est co-auteur de l'ouvrage Voir plus, optimiser l'environnement visuel, publié par l'Association pour les biens des aveugles malvoyants de Genève, avec le soutien de la Fondation Provisu. Cet ouvrage présente différents témoignages de personnes malvoyantes, dont celui de Madeleine. Nous allons nous appuyer sur le témoignage de Madeleine, 88 ans, qui a une DMLA et qui nous décrit combien la lumière est importante pour elle, mais qu'elle peut être une très grande gêne parce qu'elle l'éblouit. Nous allons, lorsque nous parlerons de Madeleine, présenter des images qui sont floues pour essayer de restituer comment elle nous dit qu'elle voit. Et la première image, c'est l'image d'un couloir très encombré. À son extrémité, il y a une grande baie vitrée qui est très lumineuse et le sol est brillant, un lino brillant, qui produit beaucoup de reflets, qui est très inconfortable pour elle, qui est vraiment une très grande gêne. Et nous allons nous rendre compte combien il est important de contrôler l'éclairage pour faciliter la vie des personnes qui sont éblouies. Comment pouvons-nous améliorer l'apport de la lumière naturelle? La lumière naturelle, c'est la première source lumineuse que l'on utilise. Elle est gratuite, elle est largement disponible, elle est très importante, elle ne peut pas être égalée par la lumière artificielle. On a utilisé l'image du jet d'eau de la rade de Genève pour situer notre présentation et aussi parce que c'est vraiment un éclairage qui est zénital, très important. D'ailleurs, Madeleine nous dit, lorsqu'elle doit regarder d'où vient son courrier, elle va facilement sur son balcon, le dos à la lumière, parce que cette quantité de lumière, elle n'en aura jamais autant. Si elle vient dans ses yeux, ça sera comme le puits de lumière au fond du couloir, il va être éblouissant. Donc il faut bien qu'elle se mette le dos à la lumière, parce que ce qui est important, c'est que ce soit l'activité qu'elle est en train de réaliser qui soit éclairée, et surtout pas la lumière qui vienne dans ses yeux. Comment pouvons-nous améliorer l'apport de la lumière artificielle? La lumière artificielle va intervenir parce que, à la tombée de la nuit, on n'a plus suffisamment de lumière naturelle. Donc il est important d'avoir des relais, même si en quantité, ça ne sera pas aussi égalable que la lumière du jour. Et là, on a présenté une autre image. C'est une salle à manger d'une institution. Et dans cette salle à manger, ce que l'on peut observer, c'est une grande table au centre entourée de chaises et des suspensions qui sont installées. Ce qui est caractéristique, et dont il faut se rappeler, c'est que le plafond doit être blanc et que les sources lumineuses, comme ce sont des LED aujourd'hui qui sont très éblouissantes et très ponctuelles, elles sont dans des luminaires de grand diamètre et que l'éclairage est indirect vers le plafond en partie et direct vers la table, mais avec un diffuseur qui ne permet pas de voir la source lumineuse. Ainsi, Madeleine va pouvoir être confortable et bénéficier d'un éclairage optimal. Comment le choix des matériaux peut-il optimiser l'apport de la lumière? Le choix de matériel est important tant pour les sources lumineuses que pour l'environnement. Comme je l'ai dit juste avant, le plafond se doit d'être blanc, sinon il est extrêmement difficile de gérer la lumière. Les murs clairs et surtout les surfaces doivent être mates, parce que si elles sont brillantes, on a déjà vu un exemple, elles peuvent être très éblouissantes. Ce que nous avons là dans ces deux couloirs qui sont présentés, où à gauche, les objets de lumière, les suspensions, se reflètent dans le plancher, ce qui rend très inconfortable le déplacement, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'éclairage qui se trouve à droite, dans le corridor, donc la droite de l'image, où là, le sol mat permet qu'il n'y ait pas de reflet qui soit gênant. Quelles autres gênes peuvent éprouver les personnes malvoyantes? Maintenant, examinons une autre gêne dont se plaint Madeleine.
c'est d'une part la baisse de la sensibilité de perception des bas contrastes. Pour cela, nous avons cette image d'une main ouverte sur laquelle sont placées des pièces et l'index qui essaye de les reconnaître, de les pointer, mais il n'est pas possible pour elle de le faire visuellement car les pièces de monnaie ne sont pas imprimées noir sur blanc, mais bien en relief, en ombre délicate. Donc c'est plus par la forme qu'elle va pouvoir les reconnaître. Elle rencontre aussi des gènes pour situer le niveau d'eau dans son verre ou bien pour différencier une ombre au sol, savoir si c'est un relief ou bien simplement une ombre, ce qui pourrait être des causes de chute et d'insécurité en tout cas. Elle rencontre aussi des difficultés avec les couleurs, surtout dans les nuances foncées. Là, nous avons une série de manteaux dans un vestiaire et les teintes dans les bleus, les gris, les bruns se confondent pour elle. Il aurait été plus simple qu'elle ait un manteau rouge comme celui qui est à l'extrémité droite, elle l'aurait plus facilement reconnu. Comment optimiser l'utilisation des couleurs et des contrastes? Pour cela, on vous a préparé cette image avec 4 pastilles de couleurs. À gauche et à droite, dans la partie supérieure, il y a une couleur orange et une couleur bleue qui semblent très lumineuses et très différentes l'une de l'autre. Mais si on la transpose en nuances de gris, on se rend compte qu'elles se confondent, ce sont les mêmes valeurs. Donc nous avons bien une différence de couleur, un contraste de couleur, mais pas de contraste de clarté. Dans l'exemple suivant, nous allons avoir 4 images. Les 2 premières sont jaunes et brunes, donc différence de couleur et également différence de clarté, ce qui se traduit quand on les place en gris, où là on se rend compte qu'on a un gris clair et un gris foncé. Dans l'environnement, pour que l'objet se distingue de son fond, il sera impératif de placer des contrastes de clarté. C'est très important pour en faire des points de repère, pour structurer l'environnement. Et il faut aussi réaliser qu'il y a des personnes qui ont des visions des couleurs altérées, mais on peut aussi se trouver dans ces difficultés lorsque la lumière, le niveau d'éclairement n'est pas suffisant. Et dans la pénombre, ce contraste de clarté peut être une aide précieuse. Comment un bon contraste peut-il améliorer la visibilité au quotidien? Alors, les contrastes vont contribuer à la visibilité et à l'orientation. Dans cette image qui est présentée, elle est coupée en 2 parties. Dans la partie du haut, vous avez un canapé clair sur un fond vert foncé. La différence de clarté entre ces 2 surfaces permet de situer le canapé et de pouvoir le repérer pour aller s'y reposer. Tandis que dans l'image du dessous, les fauteuils sont rouges et le mur est rouge, ce qui fait que tout se confond, ce qui devient plus difficile si on ne connaît pas les lieux, de penser qu'il se cache là 2 fauteuils sur lesquels la personne pourrait trouver du repos. C'est un principe qui, malgré tout, peut être très utile quand on veut masquer des portes de service, par exemple. Comment un bon contraste peut-il aussi faciliter les déplacements en extérieur? Dans cette situation de l'accès à la gare, on retrouve ces principes de contraste pour le marquage du danger qui constitue la volée d'escalier. Donc on a une bande d'éveil et le marquage de la première et de la dernière marche de chaque volée, ce qui va sécuriser la personne parce que le contraste est assez grand entre le blanc de la peinture et le gris des marches d'escalier. Que voudriez-vous que l'on retienne? En conclusion, l'aménagement de l'environnement visuel est une aide très précieuse qui ne se remarque pas forcément, mais qui est un grand apport pour contribuer au maintien de l'autonomie des personnes et contribuer à un environnement prothétique précieux, utile et indispensable.